Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais tout d'abord, merci à One-to-One Marketing et Comexposium de m'inviter, de me réinviter, devrais-je dire, puisque c'est la 4e fois que je participe à cet événement, pour partager un certain nombre de tendances que Forrester observe à travers le monde. Alors, parfois, vous avez des speakers, des conférenciers qui interviennent, quel que soit leur nom, Chief Evangelist ou autre, qui arrivent puis qui vont dynamiser la salle, qui vont arriver... Bonjour Paris, bonjour Biarritz, I'm so excited to be here. Donc on va le faire dans le profil un peu français, un peu plus profil bas, mais réellement je suis very excited to be here. Je suis très content d'être là, je suis ravi parce que je participe à beaucoup d'événements, de conférences, et c'est parmi mes préférés. Pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure par Sonia, parce que c'est un événement qui est effectivement très sympa, très intéressant, très relax, avec une soirée digitale pour ceux qui ne connaissent pas, qui j'invite à rejoindre, c'est vraiment très sympa. Au-delà de ça, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste chez Forrester. Forrester, c'est un cabinet d'études et d'advisory, qui est un cabinet américain. Le siège est près du MIT et d'Harvard à Boston. Et on fait à la fois de l'advisory et du conseil. Alors, on a un positionnement qui est un peu unique, puisqu'on est en gros entre la marque et ses fournisseurs, que ce soit des startups, que ce soit des sociétés tech, que ce soit des agences, des sociétés de conseil. Et donc, nous, on est indépendants. On essaie de décrypter un certain nombre de tendances et de recommander des acteurs pour implémenter des changements. Alors, le job d'analyste, il est assez peu connu. Ça fait quelques années que j'essaie d'expliquer à mes filles mon job. Je crois qu'elles n'ont toujours pas compris ce qu'on dit analyste. Alors, elles marquent ça, vous savez, à la rentrée sur les fiches parents analystes. Alors, évidemment, quand les profs tombent dessus, qu'est-ce qu'il fait ton père ? On n'arrive pas à expliquer. Donc, en gros, on essaie de décrypter des tendances en analysant tout un tas de données consommateurs, d'usages. On fait beaucoup d'interviews avec tous les acteurs de l'écosystème. Et puis, on produit un certain nombre de rapports qui ont en général une vocation prospective. Mais on se nourrit évidemment d'échanges et d'interactions avec les sociétés, les directions marketing et directions générales qu'on conseille. Malgré ça, en essayant d'expliquer, donc je dis, c'est un peu plus proche de consultant. Il me dit, je comprends pas trop, mais en quoi ? Donc je dis, en marketing. Elle me dit, mais le marketing, c'est nul, ça. Elle a 3 filles, je ne vais pas donner son âge, celle avec qui je parle le plus souvent de ça, elle a 13 ans, donc elle commence à être un peu ado. Elle me dit, mais marketing, c'est nul, c'est la pub, c'est pas bien. Je dis, bon il y a une sorte de défiance un peu par rapport à la fonction, et puis par rapport à la pub. Bref. Pendant longtemps, moi, j'ai couvert les sujets mobiles pour Forrester, et donc j'avais régulièrement des téléphones, toujours d'ailleurs, à tester, des smartphones. Donc elle pensait au départ que j'étais vendeur de téléphones. Bref, toujours pas compris ce que je faisais. Puis une fois, elle tombe sur une pub où je devais être dans une vidéo sur YouTube à une conférence comme celle-là. Elle me dit, t'es influenceur ? Je dis, oui, enfin si tu veux, ça se rapproche un peu de ça. Et on voit effectivement, pour décrypter les usages et mieux comprendre les consommateurs, il faut partir effectivement, évidemment des consommateurs, alors pas tellement des millennials, parce que les millennials, c'est les 18-34 ans. Alors il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. En projection, il va y avoir 72% de la population mondiale d'ici quelques années qui va être millennials. Donc c'est plus intéressant de regarder la génération qui arrive après, la génération Z, ceux qui justement utilisent Twitch, nos ados d'aujourd'hui, pour voir comment ils réagissent. Et donc, pour l'anecdote, on observe les comportements. Il y a une logique un peu d'ethnographie pour regarder, observer, essayer de décrypter des tendances. Donc je m'amuse toujours à regarder le comportement de ma fille sur son téléphone. Je lui en passe un nouveau. Première question, parce que le téléphone arrive préembarqué avec Facebook. Elle me dit, est-ce que je peux le désinstaller ? Oui, tu peux désinstaller Facebook, il n'y a pas de problème, parce que évidemment, elle ne l'utilise pas, c'est ringard, c'est pour ses parents, c'est pour les vieux, bref. Donc elle met tout de suite WhatsApp et Instagram. Je dis, mais tu sais que c'est Facebook ? Elle me dit, mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas Facebook. Donc déjà, vous voyez un peu l'approche et la mentalité. Après, elle met Snapchat. Et puis après, elle met Yuka, parce que
Elle est très écolo, comme beaucoup de jeunes. Il y a une génération qui a véritablement pris conscience, je ne vais pas revenir sur tout ce dont on a discuté récemment, Greta Thunberg, etc., mais il y a une vraie prise de conscience dans cette génération de ces enjeux-là. Et on n'a pas de, vous avez, comme j'imagine, chez vous, dans vos foyers respectifs, ces discussions sur un certain nombre de produits qu'on peut acheter ou ne pas acheter. Alors elle, j'ai découvert un nouveau verbe avec elle, c'est yucater. Je vais yucater ça. Il y a plusieurs millions d'utilisateurs de l'application en France. C'est un vrai phénomène de société. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est qui le patron lance la sienne, et puis on le voit de plus en plus. Mais le pouvoir est dans les mains du consommateur qui va aller scanner les produits et regarder les ingrédients. Et je trouve ça assez révélateur, finalement, de l'exigence aujourd'hui des consommateurs qui vont devenir et qui ont des attentes de plus en plus fortes grâce à ces outils digitaux que les marques, finalement, délivrent leurs promesses. Tout ça pour dire que, et c'est un phénomène de fond qui, selon nous, va s'accélérer l'année prochaine, on va passer d'une logique de storytelling à une logique de story making. C'est-à-dire, il va falloir réellement impliquer les employés et les consommateurs dans la création des expériences de marque et dans la capacité qu'a une marque à délivrer sa promesse. Alors les Américains, parfois, et c'est intraduisible, expliquent ça en disant « walk the talk ». En gros, ça veut dire, effectivement, dire ce que l'on fait. Et c'est de plus en plus important parce que c'est un enjeu fondamental pour les marques aujourd'hui. Avec de plus en plus de consommateurs qui utilisent ce type d'application, il y a une exigence éthique de plus en plus forte, une exigence écologique qui fait que une boîte comme Unilever, par exemple, est en train de réfléchir à rationaliser son portefeuille de marque. Vous avez peut-être vu une interview dans le Guardian cet été d'Alan Job, qui est le PDG d'Unilever, qui a mis en place un programme de développement durable pour 400 marques. D'ici à 2025, si vous le lisiez dans les Échos ce matin, j'ai vu ça dans l'avion en venant, ils vont réduire de moitié leur production de plastique d'ici à 2025. McDonald's, par exemple, l'année prochaine, va supprimer les pailles en plastique. Et bref, au fur et à mesure des initiatives qu'il dévoile dans le journal, il dit et finalement, il y a peut-être un certain nombre de marques qu'on va revendre parce qu'elles ne font pas du bien à la planète. Des petites marques, Magnum, les nouilles instantanées Noodle, etc. Donc on voit qu'il y a une telle exigence des consommateurs que de plus en plus, les marques mettent en place ces programmes-là. Et donc, on n'est plus simplement dans une logique de posture, on est dans l'exécution. C'est ça qui est extrêmement important. Et c'est vrai partout. Ici, à Biarritz, pendant le G7, vous avez certainement lu que plus de 100 marques, 150 de mode, puisque l'industrie de la mode est parmi les principaux pollueurs de la planète, se sont associés pour finalement essayer de réduire au maximum leur impact sur l'environnement. Et on en parlera demain dans la table ronde qui est animée par Alex Jubien, où il y a un des fondateurs de Biocop, Loop, et puis d'autres sociétés qui sont à la pointe de l'innovation dans ces domaines-là. Mais on voit qu'on est sur un enjeu de société qui est extrêmement fort. Et de plus en plus, on voit fleurir ici ou là des chartes éthiques. On demande des raisons d'être de l'entreprise. Quelle est la raison d'être de l'entreprise? Et c'est de plus en plus important. Et si vous ne délivrez pas cette expérience-là, vous risquez un retour de bâton très très fort du consommateur, un boycott. Et comme tout le monde s'y met, c'est certain qu'il va y avoir des morts au sens où beaucoup de marques vont se lancer dans ces initiatives-là sans avoir au préalable, elles ne seront pas assurées de leur process, de leur capacité à livrer ça, et certaines vont être dans des postures médiatiques et elles vont avoir, c'est certain, il y aura forcément l'année prochaine une marque dont la valeur va s'effondrer parce qu'il y aura une logique de boycott de consommateurs parce qu'elles ne respecteront pas leurs engagements. Alors, il y en a certaines qui font ça depuis longtemps. Je pense à Danone en France, qui est assez exemplaire dans le domaine, et qui pour autant a failli avoir un boycott de ses produits au Maroc l'année dernière. Il y en a d'autres comme Nike. Vous avez sûrement vu, entendu, on a beaucoup parlé de cette campagne. Alors Nike n'est pas forcément exemplaire dans sa production, dans ses usines, mais pour le coup, ça s'inscrit relativement bien dans l'ADN de la marque, cette posture. Vous avez probablement suivi l'histoire, mais pour faire court, c'est un joueur de foot américain,
ancien quarterback qui s'agenouillait pendant l'hymne américain en protestation d'un certain nombre de considérations sociétales aux États-Unis. Donc on était dans le mouvement anti-Trump et donc il y a eu une polarisation extrême de la société américaine autour de ces enjeux-là. Et de plus en plus, on voit des marques qui doivent prendre position et prendre des postures et les délivrer. Alors ça marche. Pour Nike, ça a marché. Nous, on a mesuré derrière, on a un framework qui permet de mesurer la valeur des marques, qui est basé à 50% sur l'émotion, ce que ressent le consommateur après coup. Et pour le coup, ça a accéléré évidemment le taux de détracteurs, qui était déjà fort, et ça a, à l'inverse, renforcer ceux qui étaient déjà aficionados de la marque, mais surtout le ventre mou, ceux qui étaient indécis, a plutôt penché, ça a plutôt généré une émotion positive qui reste dans la durée pour la marque Nike. Donc on voit que c'est extrêmement important, et si on ne fait pas attention, ce qui est arrivé à Gillette il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un effet backlash qui est extrêmement important. Donc l'enjeu, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment de passer du storytelling au story making. Pas simplement vis-à-vis des consommateurs, mais aussi vis-à-vis des employés, pour attirer les talents dont les entreprises ont besoin. Les jeunes aujourd'hui et les moins jeunes se positionnent de plus en plus par rapport aux valeurs de l'entreprise. Et c'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de bonne expérience client s'il n'y a pas une bonne expérience employé. Et cette expérience employée, elle ne vient pas uniquement, les éléments de motivation sont en partie liés à la compensation financière, mais de plus en plus liés à l'environnement de travail et aux valeurs de l'entreprise. Et donc, il faut arriver à associer finalement les employés dans cette expérience de marque, même quand ils ne sont pas dans des fonctions marketing, quand ils sont dans des fonctions support. Et ces fonctions support, elles deviennent de plus en plus transparentes parce qu'elles ont un impact sur l'expérience finale. Quand vous êtes dans la logistique, ça a un impact évident sur la capacité que vous allez avoir à livrer un produit en temps et en heure. Et c'est vrai dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et pour arriver à fédérer des employés autour d'un projet commun, il faut effectivement une raison d'être, il faut une motivation qui s'inscrive dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est difficile de faire collaborer ensemble des équipes. Là, c'est un visuel que j'aime bien parce qu'il résume assez bien cet enjeu-là. Chez Ferrari, alors moi je ne suis pas un fan de Formule 1, donc je ne sais pas exactement, je suivais à l'époque d'Alain Prost, c'est pour vous dire, ça date un peu. Il fallait, je crois, 7-8 secondes pour changer des roues de voiture. C'est peut-être moins maintenant, j'en sais rien, de Formule 1. Mais là, chacune des personnes ici, c'est exactement ce qu'elle a à faire. Elle sait en quoi elle contribue à réduire le temps de changement des pneus et elle fait partie d'un tout. Et donc, c'est cette approche-là qui est extrêmement importante pour délivrer une expérience qualitative le plus rapidement possible. On parle sans arrêt des enjeux de rapidité. Voilà un exemple d'une société qui, dans ses process et dans sa façon de faire collaborer ici les employés, est capable de délivrer une expérience qualitative à grande échelle et très très rapidement. Donc c'est un enjeu absolument essentiel et on voit du coup que le directeur marketing, de plus en plus, doit s'impliquer dans cette problématique de la marque employeur. Pas simplement pour attirer les talents marketing dont il a besoin, mais pour l'ensemble de l'organisation. Et il y a tout un nouveau territoire, une nouvelle frontière qui est en train de naître entre l'IT, pour avoir les outils dont on a besoin, les RH, et le marketing pour travailler cette notion de marque employeur. C'est un nouveau territoire qui évolue et de plus en plus de marques y sont confrontées. Et c'est vrai que du coup, on voit que la fonction marketing de CMO est en train d'évoluer. Alors, je vais vous poser une petite devinette qui n'est pas forcément évidente. Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'ont ces marques-là en commun ? Personne ? Alors on pourrait croire qu'il y a un thème, Taco Bell, McDonald's, Coca-Cola. Non, on n'est pas sur la partie fast-food avec des marques quand même assez différentes, Netflix, Walmart, Unilever aussi. Personne ? Eh bien, elles n'ont plus de CMO. Ce n'est pas les moindres. On avait fait cette prédiction-là il y a 2 ans en disant sur les Fortune 500, il y en a au moins 8 dont la fonction de CMO va disparaître.
Alors je vous rassure, ils font toujours du marketing. La fonction, elle existe encore, elle a simplement évolué avec un titre qui est différent. Mais on n'est pas que dans de la sémantique. Ces boîtes-là ont un CGO, Chief Growth Officer. C'est le cas de Coca-Cola, par exemple. Ils ont un Chief Client Officer, un Chief Experience Officer. On l'appelle comme on veut, mais pour les raisons que j'évoquais peut-être, parce que c'est moins sexy, CF, les discussions que je peux avoir avec ma fille, c'est peut-être moins marketing. Au final, l'enjeu, il est d'aller tirer la croissance. Ça paraît évident, ça fait partie des fonctions du directeur marketing, d'aller inventer des nouveaux produits, aller sur des nouveaux territoires et faire en sorte que la marque résonne auprès des consommateurs, mais ça va mieux en le disant pour ces sociétés-là. Et soit dit en passant, quand on pose la question, nous, dans nos enquêtes auprès des dirigeants marketing, pour vous donner un ordre de grandeur, au global, c'est la priorité numéro 1, la croissance des revenus. C'est vrai au global pour 47% des directeurs marketing et des dirigeants marketing qu'on a interrogés. En France, c'est plus bas, c'est 33%. C'est une priorité aussi, mais c'est moins une priorité. Notion d'expérience client, c'est pareil. Au global, on est à 44%. En France, c'est un des pays où c'est le plus bas, c'est juste 32%. Donc il y a ce décalage, il y a cette prise de conscience de l'importance de l'expérience client, mais ça n'est pas encore forcément opéré officiellement dans certaines organisations par les équipes marketing. Et donc il y a un risque de dissémination de la fonction si on ne veut pas élever son rôle et être réellement au sein du comité exécutif la voix du client et s'assurer qu'on a les moyens de délivrer cette expérience client en contrôlant les différents canaux. Alors évidemment, les directions marketing ont beaucoup de défis. Vous les avez ici listés. On a fait cette enquête auprès de à peu près 2000 directions marketing. Elles ont des priorités concurrentes. Il faut gérer à la fois le court terme, le ROI, et puis le long terme, la transformation digitale. Ou d'ailleurs, soit dit en passant, seulement 23% des directions marketing sont en charge de la transformation digitale, ce qui est relativement faible. La capacité à recruter et à fidéliser des employés, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la priorité, un des défis numéro 2 pour les entreprises. Et puis évidemment, on le voit, il y a toujours des contraintes liées au budget, au changement qui s'accélère, et cette difficulté à transformer, à collecter la data et à la transformer en insights sur lesquels on va pouvoir exécuter et personnaliser l'expérience client. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est des défis qui ne sont pas forcément nouveaux. Oui, sauf que le contexte dans lequel il s'insère s'accélère parce que le changement technologique s'accélère. Vous avez derrière moi listé une douzaine de technologies qu'on estime les plus disruptives et les plus innovantes, qui sont classées selon 2 axes. En gros, l'axe vertical, c'est le niveau de disruption par rapport à différentes fonctions et à différents, on va dire, industries. Donc typiquement DLT, blockchain, ça va impacter l'ensemble des industries et des technologies. Quantum computing, c'est pareil. Deep learning, c'est pareil. Et puis vous avez la nouveauté, donc tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est pas forcément nouveau, ça fait un certain nombre d'années que ça existe. À l'inverse, ce qui est quantum computing est relativement récent et les use cases, notamment marketing, ne sont pas encore évidents. L'enjeu, c'est évidemment de prioriser l'innovation. Et malheureusement, il y a encore trop, en particulier en France, de POC, de pilotes, etc. Mais on a du mal à industrialiser ces technologies. Alors celles-ci, c'est normal parce qu'elles sont encore relativement, pour certaines, immatures. Mais il y a une sorte de dette technologique qui s'amasse régulièrement dans les fonctions marketing parce qu'il faut sans arrêt tester les nouveaux objets, les nouveaux canaux, les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Alors qu'au final, l'enjeu, c'est vraiment de s'inscrire dans une révolution. Et si je prends l'exemple de la révolution mobile, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on en parle, mais au final, on voit bien aujourd'hui que la plupart des marques n'ont pas encore réglé l'expérience mobile. Et donc, quand on voit toutes les technologies dont je parlais tout à l'heure, oui, elles vont être disruptives, mais elles vont s'inscrire dans des enjeux d'usage au quotidien par les consommateurs. Et ça met 10, 15, 20 ans à s'inscrire. Si on regarde l'évolution des usages mobiles, au début, il y a 15-20 ans, on l'utilisait essentiellement pour téléphoner. Après, on a commencé à regarder l'écran et à faire de l'Internet mobile. Après, il y a eu le phénomène de selfie
qui fait qu'on prend une photo de soi et on la partage sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas tant d'années que ça, une dizaine d'années, même encore aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, vous rentrez dans un magasin et un vigile venait vous voir en disant « non, vous ne prenez pas de photos ». Aujourd'hui, c'est un mode d'achat, ça paraît évident. Mais ça s'est inscrit dans les usages du quotidien. Et demain, évidemment, on va évoluer vers d'autres choses. Tous ces capteurs qui sont rentrés dans le smartphone, qui a absorbé un peu comme un trou noir l'ensemble des capteurs, sont en train d'exploser dans les environnements autour de nous, dans nos voitures, dans nos maisons, avec les enceintes connectées, etc. Et demain, oui, il y aura effectivement des lunettes aussi connectées. C'était trop tôt parce qu'il y avait des enjeux de vie privée au moment où Google a lancé les glaces. Mais on ira vers ces logiques-là parce que, à travers notamment le smartphone, on va scanner l'environnement autour de soi. Et c'est un axe technologique qui va se développer. Donc l'enjeu, il n'est pas dans la technologie pour la technologie. Pour les directions marketing, il va être beaucoup, selon nous et selon nos prévisions de marché, dans l'automatisation d'un certain nombre de fonctions et dans les services. Si vous comparez la croissance de la pub ou de tout ce que nous on appelle operations ou strategy, c'est beaucoup plus faible que la croissance dans la technologie. On est quasiment sur des croissances à 2 chiffres sur tout ce qui est automatisation marketing, ad tech, data analytics. Parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir aller personnaliser l'expérience qui arrivera demain. Et on est sur ces logiques d'automatisation parce que ça permet de gagner du temps et de se concentrer sur l'essentiel. Il y a évidemment des nouveaux acteurs qui arrivent. Amazon a créé, pas créé, mais a racheté un nouveau média, Twitch. On va en parler demain. C'est une société du groupe Amazon qui permet effectivement d'engager notamment les plus jeunes. Mais Amazon, c'est pas là d'où ils tirent la majorité de leurs revenus publicitaires, c'est évidemment sur tout ce qui est search ads et placement de produits. À 65% quasiment, grâce à des acteurs de la grande conso, des manufactureurs, des marques CPG. Mais c'est déjà un phénomène significatif. D'après vous, quel est leur chiffre d'affaires sur la partie publicitaire ? Voilà, une audience bien calme ce matin. C'est 4% de leur business. 4% d'Amazon, pas en valeur mais en chiffre d'affaires, ça fait quand même 10 milliards de dollars. Ça donne un ordre de grandeur. Et effectivement, là on est encore, c'est relativement tôt, mais de plus en plus, on voit des marques développer ces problématiques-là parce qu'elles vont faire davantage des logiques, on n'est pas sur du branding, on est sur du direct response, on est sur du placement produit, parce que les requêtes, elles commencent d'abord et avant tout sur cet univers-là et moins sur Google. Mais aussi, avec le rachat de Sysmex, sur la logique de DSP et sur l'investissement dans d'autres domaines, dans d'autres propriétés et dans la capacité surtout qu'a Amazon à fournir une donnée qui est plus pertinente et qui permet une attribution plus fine. Donc il y a des acteurs qui vont venir bouleverser cet écosystème. Amazon est un exemple. Et on voit que les agences vont devoir s'adapter. Elles vont devoir s'adapter. Il y a 5 menaces qui, selon nous, pèsent sur leur modèle économique. Le fait qu'on est de plus en plus sur une logique d'insourcing, des agences internes, Digital Factory ou autres, on a une augmentation de plus 53% en 10 ans de l'internalisation de cette fonction. Tout ce qui est cost management aussi, ce n'est pas l'enjeu principal parce qu'il faut plutôt des logiques de chargeback pour pouvoir comparer par rapport à l'externalisation auprès d'une agence, mais c'est plus pour le contrôle de la donnée et la transparence. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui soient impliqués, notamment le CFO, dans la décision qu'on va avoir quand on recourt à une agence. Le fait que les consultants, les Accenture, les Deloitte, etc., s'impliquent de plus en plus dans la livraison et l'orchestration de l'expérience client. Et puis, la technologie dont on a parlé, qui s'accélère avec un phénomène presque exponentiel. Donc, c'est des menaces qui vont venir bousculer un peu les fondamentaux des agences. Et du coup, c'est vrai que si on regarde ces enjeux technologiques, on voit que le rôle du CMO va progressivement, grâce à l'automatisation marketing, se recentrer sur un certain nombre de fonctions, notamment évidemment la partie créative, je vais parler dans un instant, la stratégie et puis aussi tout ce qui est operations. Et par operations, on entend, nous, la capacité à délivrer une bonne expérience client.
Et malheureusement, les marques françaises ne sont pas forcément les plus en pointe dans le domaine. L'expérience client, telle que mesurée par nos soins auprès d'un panel de 9000 consommateurs en France, elle s'améliore, mais elle s'améliore lentement. Vous avez très peu de marques qui, selon les consommateurs français, délivrent une bonne expérience. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que les 2 marques qui sortent du lot sont Yves Rocher et Body Shop, qui ont pour le coup un positionnement autour des notions d'écologie qui est plus intéressant et plus important que les autres. Et la raison, c'est que les marques françaises ne considèrent pas suffisamment l'expérience client comme une discipline transverse. Ça part parfois du marketing, parfois des logiques insights, parfois de la relation client, mais ce n'est pas une vraie logique de gouvernance d'entreprise. J'étais hier soir, j'avais la chance cette année de faire partie du jury de l'AFRC, l'Association française de la relation client, qui a remis ses prix hier. Voilà, Club Med, etc. D'autres ont eu un certain nombre de prix. Donc il y a des très belles choses qui se font. Mais pour la première année, on leur a suggéré de mettre un prix de la transformation par l'expérience client. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de transformer l'organisation pour être en mesure de délivrer. Et ça suppose un vrai changement d'organisation et de culture. Ce que finalement, les sociétés françaises, le management à la française a du mal à faire. C'est vraiment une question de culture et d'organisation. Pas toutes les entreprises, mais dans les grandes entreprises françaises, il y a encore un mode de fonctionnement très hiérarchique, très pyramidal. On connaît les enjeux, mais on a du mal à adapter. Alors c'est un petit visuel que j'avais utilisé l'année dernière, c'est le seul slide commun avec la présentation de l'année dernière, mais je l'aime bien. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil pour Tom sur un petit cartoon en français sur les fameuses pizza teams. Vous savez, ces équipes plurifonctionnelles, il faut quelqu'un du design, un développeur, quelqu'un de la data. Ensemble, on utilise du design thinking, procédé d'itération, tout ça, on connaît ça par cœur. Mais il faut des équipes multifonctionnelles, idéalement basées au même endroit. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est dur à opérer. Et ça suppose un changement d'état d'esprit plus profond que juste, comme vous le voyez sur ce dessin, de redonner un coup de peinture en nommant, entre guillemets, la salle de réunion du nom de la pizza. C'est une anecdote, et Tim en parlera mieux que moi sur les enjeux de transformation organisationnelle, mais c'est vraiment un enjeu clé de la même façon que la logique d'échec. Apprendre de ses erreurs, c'est un mantra dont on entend tout le temps parler, hein, learn how to fail. Ok, super, mais en général, personne ne veut en prendre la responsabilité parce que personne n'a envie de se faire virer. Je caricature, mais il y a un certain nombre de sociétés qui arrivent à le mettre en place. J'ai un exemple en tête avec Nespresso. Cyril Lamblard, qui est le patron du e-commerce chez Nespresso, a mis en place un award qui s'appelle en interne FAIL, First Attempt in Learning. Alors, j'ai suggéré de le renommer plutôt Best Learning Award, c'est quand même plus sympa, mais ça veut dire les équipes e-commerce à travers le monde, ils avaient atteint un niveau de confiance suffisant pour que les équipes locales soient prêtes à partager de leurs erreurs et à apprendre avec le reste de l'organisation. Et notamment en France, qui est un des marchés pilotes pour Nespresso sur tout ce qui est innovation conversationnelle. Ils ont été les premiers à lancer des choses sur WhatsApp. Le groupe Nestlé est pas mal en avance aussi sur des logiques de tests autour de la voix. Donc c'est vraiment ce changement de climat et de culture qui est important, et c'est là où le bas blesse dans les organisations françaises. Et ça suppose aussi de prendre des risques et de retourner à cette notion de créativité qui est essentielle. On l'a vu à Cannes, on le voit de plus en plus. C'est un enjeu absolument essentiel, d'autant que les consultants dont pas mal d'agences se moquaient en disant « oui, mais les Accenture, les Deloitte, ok, mais de toute façon, ça reste des consultants, ils parlent au CIO, ils ne savent pas parler au CMO ». Ouais, sauf que c'est quand même en train de changer pas mal, et le rachat de Droga, parmi d'autres, a été un peu un réveil. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les agences ont tout intérêt à retourner à leurs racines créatives. Si on regarde voilà, le rachat de Buzzman en France par Havas, ça s'inscrit dans cette tendance-là de retour aux sources et d'investissement supplémentaire dans la créativité et peut-être moins dans la dette technologique. Mais ce n'est pas juste la notion de big idea qu'il faut développer, et il faut vraiment injecter de la donnée sur l'ensemble du process créatif pour pouvoir finalement délivrer cette notion de marketing du moment.
C'est absolument clé de pouvoir récupérer ces signaux data pour pouvoir finalement s'inscrire sur l'ensemble de parcours client. Et trop de marques sont encore concentrées, je ne parle pas simplement du brief créa pour la partie pub, mais cette idée que l'ensemble des interactions, la créativité, elle doit aller sur des choses qui sont parfois pas très sexy. Un formulaire web à remplir, c'est là où on va gagner vraiment en amélioration de l'expérience client, et il faut être créatif. Il y a ce mantra que j'aime bien de MediaMonks, qui est une boîte qui travaille notamment avec Snapchat, Google, etc., et qui fait beaucoup de production de contenu, qui dit, voilà, ideas are big, but not a single big idea. Et c'est très intéressant la façon dont ils utilisent justement la data sur l'ensemble du processus créatif. Et je terminerai juste, parce que j'en suis désolé, un peu mordu sur le temps imparti, mais c'est cette notion de data qui est essentielle, et on le voit avec les enjeux de vie privée de RGPD aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un enjeu légal ou un enjeu de compliance, c'est un avantage concurrentiel de créer de la confiance. On est aujourd'hui dans une logique de défiance, on l'a vu tout à l'heure, et il faut recréer de la confiance. Et il y a une marque qui fait ça plutôt bien, alors c'est dans son intérêt bien compris, évidemment, Apple, par rapport au modèle économique d'un Google ou d'un Facebook, mais ils ont su se différencier, et ce n'est pas une simple posture quand ils prennent un billboard entier en plein CIS à Las Vegas, en disant, voilà, ce qui se passe à Las Vegas doit rester à Las Vegas. Et là, on met évidemment ce qui se passe sur mon iPhone doit rester sur... On peut le multiplier, hein, ce qui se passe à Biarritz doit rester à Biarritz, etc. Mais c'est cette idée vraiment que le directeur marketing doit considérer la donnée et la relation de confiance comme un avantage concurrentiel. Juste pour terminer, avant de donner la parole à Tom, les principaux points clés que je voudrais que vous reteniez, c'est cette idée que la fonction du CMO, elle est en train d'évoluer. Il doit de plus en plus élever son rôle dans la fameuse C-suite. Sinon, la fonction marketing, elle risque d'être disséminée à travers différentes entités. Et c'est quelque chose qu'on constate déjà dans un certain nombre de grands groupes. Deuxièmement, cesser d'amasser de la dette technologique en allant sans arrêt sur les... il faut faire des tests, évidemment, et des pilotes, mais il faut surtout se recentrer sur la partie créative et sur la capacité qu'un directeur marketing a à fédérer l'expérience client et l'expérience employé. Et il faut passer d'une logique de storytelling à une logique de story making en délivrant l'expérience client. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je suis navré d'avoir un petit peu débordé et j'appelle sur scène sans plus tarder Tom Fishburn, dont je suis un grand admirateur. Tom, the floor is yours.